Les deux rectangles que vous voyez à l'écran paraissent tout à fait inégaux. Il y en a un qui est nettement plus petit, l'autre plus grand. Mais en réalité, si vous replacez ces rectangles dans le contexte réel où ils se trouvent, vous allez vous rendre compte qu'ils sont en fait exactement égaux. Hein. Ce qui crée cette impression, évidemment, de différence de dimension vient du fait de ces deux lignes convergentes qui sont créées par les rails de chemin de fer et qui créent un effet de perspective. Hein. Ça, c'est le monde de la réalité, c'est le monde de la perception normale, et on voit l'importance, évidemment, de la perspective dans la perception des formes. Mais le monde de la peinture, après tout, c'est un monde bidimensionnel, c'est un monde en deux dimensions seulement, et dans un monde non illusoire, si on veut. Et c'est évidemment cet aspect-là que l'art moderne va explorer davantage. Les peintres qui se sont intéressés justement à définir la peinture comme une surface, peut-être de la façon la plus efficace, c'est ceux qu'on va voir aujourd'hui, Henri Matisse et les cubistes, c'est-à-dire Braque et Picasso. Matisse, d'une part, et Picasso et Braque, d'autre part, vont vouloir poursuivre, respectivement, un peu ce que Seurat et Cézanne avaient fait. Si, comme Seurat l'avait proposé, c'est le point, ou disons la tâche, de façon plus générale, qui est l'élément essentiel de la peinture, ce que ça met en question, en particulier par rapport à la peinture ancienne, c'est toute cette idée de modeler là, que nous avons vu à quelques reprises. Le même raisonnement aussi s'applique à propos de cette notion de surface que nous voyons à propos de Cézanne. Si c'est ça vraiment qui est l'élément essentiel, ce que ça met en question aussi, c'est la perspective. Modeler et perspective, en somme, deux grands systèmes de représentation du réel qui vont être mis en question déjà un peu donc par Seurat et par Cézanne, et alors beaucoup plus franchement, enfin par les peintres donc, que nous abordons aujourd'hui, Matisse d'une part et les cubistes d'autre part. En fait, ni Cézanne ni Seurat avaient voulu aller trop loin dans cette direction-là. Ils ont senti que c'est là qu'il fallait aller, mais ils ont eu réticence, disons, à complètement mettre en question cette idée de représenter le réel, ils ont voulu maintenir une certaine illusion de la réalité. Cette réticence va disparaître évidemment avec les peintres au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, et en particulier avec Picasso, vous allez voir qu'on prend au contraire beaucoup de distance avec cet illusionnisme, avec cette façon, en somme, réaliste de représenter la réalité. Commençons donc par Matisse et le premier tableau qui s'appelle Luxe, calme et volupté, qui est un tableau dans lequel on peut immédiatement voir justement que Matisse est influencé par Seurat au début. Il s'est d'ailleurs compté lui-même comme un de ses disciples et il avait, disons, fait un tableau en fait dans l'esprit pointilliste, enfin un peu dans la suite de Seurat avec ce grand tableau. D'ailleurs, le premier possesseur du tableau, Paul Signac, était lui-même un disciple de Seurat. Nous l'avons vu d'ailleurs la dernière fois, nous avons vu au moins un exemple de son travail, et il avait fait l'acquisition de ce tableau au Salon des Indépendants en 1905. Donc, on est vraiment dans la suite de Seurat. Alors, d'une part, si on travaille un petit peu sur les sources, en fait, le titre lui-même du tableau fait allusion, évidemment, à un fameux poème de Baudelaire, L'Invitation au voyage. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Par ailleurs, disons, le tableau lui-même est composé un peu sur le modèle d'un tableau antérieur de Puvis de Chavannes que tout le monde, à ce moment-là, en fait, dans le groupe de Matisse ou même Gauguin, Van Gogh, connaissait parce qu'ils étaient allés, disons, le voir chez le peintre Léon Bonnat, qui était un peintre académique et qui possédait ce Puvis de Chavannes, qui s'appelle Le Doux Pays et qui est une représentation un peu, si vous voulez, d'un monde idéal, en fait, de l'Arcadie, j'allais dire de l'âge d'or. Et alors, on retrouve à peu près la même structure de composition dans le Matisse que vous aviez dans le tableau de Puvis de Chavannes. C'est-à-dire, vous avez aussi même un peu la même insouciance des poses, etc. Ce que Matisse n'a pas retenu, par contre, par rapport au tableau de Puvis de Chavannes, c'est, je dirais, toutes les références classiques qui sont encore dans son tableau. Pour Puvis de Chavannes, évidemment, ce qu'il représente, ce qu'il appelle le Doux Pays, c'est l'Arcadie, c'est cette époque bienheureuse avant la civilisation, si vous voulez, où les gens vivaient en contact avec la nature.
Quand on voit le Matisse par rapport à ça, il nous représente une Arcadie bien moderne, hein, bien mise au goût du jour. Une des dames qui est représentée là est en train de boire une tasse de café. Il y en a une autre qui porte un énorme chapeau, là, paraît-il, qui était très à la mode à l'époque, en 1904-1905, quand le tableau a été fait. Et ensuite, vous en avez une autre qui se peigne comme ça. Et tout ça autour d'une scène de pique-nique. Si on peut dire, ça se rapproche davantage du déjeuner sur l'herbe de Manet que de l'Arcadie bienheureuse qu'avait représenté Puvis de Chavannes. Alors donc, d'une certaine façon, à ce niveau-là, disons, Matisse prend des libertés avec son modèle, et c'est bien ainsi. En fait, c'est pas du tout étonnant. Si vous regardez maintenant, si vous réfléchissez un peu au genre de style que Matisse emploie ici, je vous disais, donc, ça dépend de Seurat, mais il se distingue de Seurat de deux façons. Vous avez tout d'abord, il donne beaucoup d'importance au point, enfin, qu'on avait dans Seurat, c'est-à-dire la tâche elle-même devient de plus en plus autonome d'une certaine façon. Non seulement elle s'affirme comme telle, mais aussi on dirait que parfois elle est même isolée sur le fond blanc. Hein. C'est bien la preuve d'ailleurs que Matisse lisait le tableau de Seurat un peu comme je suggérais la dernière fois, c'est-à-dire non pas essayer de le voir comme une espèce de tentative de fusion des points, mais au contraire de leur donner toute leur autonomie, puisque ça devient l'unité principale de la peinture. Ces points-là vont devenir des tâches, ces tâches vont devenir des étendues, beaucoup plus autonomes. Alors Matisse leur donne toute cette importance et les lit comme tels. Hein. C'est déjà intéressant de voir qu'il le fait. D'ailleurs, dans une esquisse préparatoire à ce tableau-là, c'est encore peut-être plus sensible. Non seulement les points sont plus grands, sont plus détachés, mais il y a même parfois des personnages entiers qui sont peints d'une seule couleur, d'une seule venue, j'allais dire, et qui présentent bien justement comment ce qui était point chez Seurat devient véritable surface ici chez Matisse. Hein. Alors ça, c'est une première différence, c'est-à-dire de donner de plus en plus d'autonomie aux éléments constitutifs du tableau. L'autre différence aussi qui est sensible, c'est la présence des lignes dans le tableau de Matisse. C'était complètement banni, évidemment, de l'univers de Seurat, parce que Seurat voulait systématiser la présentation, enfin, de l'ensemble des volumes, etc., et alors traitait tout uniformément avec ce champ de points, de semis, de petites taches. Et là, au contraire, chez Matisse, il prend beaucoup plus de liberté avec ça. Les lignes, d'ailleurs, se présentent de toutes sortes de façons. Il y a des lignes qu'on pourrait désigner comme des espèces de jeux de mosaïques, si vous voulez, séparés les uns des autres, des petits blocs, on pourrait dire. D'autres sont franchement des lignes, comme on les dessinerait dans n'importe quel tableau. Et d'autres, on a l'impression, au contraire, c'est le personnage qui se détache du fond, qui est traité de façon plus foncée. Hein. Donc, tout un vocabulaire, disons, de tâches de cette façon-là. Alors, avec le temps, ce qui va se passer, donc, ces tâches que j'ai décrites, en fait, dans ces tableaux un peu inspirés par le pointillisme de Seurat, vont prendre plus d'autonomie et, évidemment, un bonhomme comme Matisse ne pouvait pas rester très longtemps un disciple fidèle de Seurat. Il va voler de ses propres ailes. Hein. Et là, alors, très vite, sa façon de peindre va scandaliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fini par appeler Matisse et les quelques-uns qui l'ont suivi, là, comme à l'époque, comme il y avait Vlaminck, Derain, il y avait aussi, évidemment, même Georges Braque à ce moment-là, vont être désignés comme des fauves. Hein. On va trouver que leur façon de peindre est tellement outrancière qu'on va parler de fauve. Et, évidemment, on va créer ensuite le mot fauvisme à partir de ça. Hein. D'ailleurs, dans La femme au chapeau, qui est un de ces tableaux qui va faire scandale, on voit très bien pourquoi, enfin, comment les gens ont pu réagir, parce qu'ils ont trouvé justement que c'était vraiment trop outré. C'est un portrait de Madame Matisse, en réalité, cette femme au chapeau. Vous savez que Madame Matisse était modiste, et donc elle connaissait certainement la mode à son époque, et il semble-t-il que l'extraordinaire chapeau qu'elle porte est tout à fait typique de l'année, de 1905. Hein. Et là, dans ce tableau, alors ce qui frappe, c'est justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les petites unités qui étaient comme des points, là, deviennent véritablement comme des tâches. Chacune a son autonomie, chacune a sa forme, son étendue, et chacune porte une couleur. Et la palette, évidemment, que Matisse emploie, a l'air tout à fait désordonné. On se demande à quel système il obéissait, enfin, avec ce tableau. Hein.
L'histoire du tableau nous est connue quelque peu, enfin par des documents d'époque. On sait qu'il a, maintenant, il est possédé par un collectionneur de San Francisco, mais à l'époque, il a été acheté par par une famille, disons, des Stein, qui étaient certainement des grands collectionneurs du début du siècle, enfin, qui ont vraiment aidé beaucoup à l'éveil de l'art moderne en achetant des tableaux, d'ailleurs, pour le dire en passant aussi, au bon moment. Et vous avez un témoignage intéressant qui montre comment ils ont réagi devant cette femme au chapeau et comment est-ce qu'ils ont fini par l'acquérir, que je vous demanderai d'écouter tout simplement maintenant. Ils tombèrent amoureux de la femme au chapeau, un portrait de sa femme. Je me rappelle que tout le monde était arrêté devant lui. Les jeunes peintres se tordaient de rire. Et là se tenaient Léo, Michael et Sarah Stein, très impressionnés et très solennels à son sujet. Ils discutèrent pour savoir qui devait l'acheter. Il coûtait 400 $ et il fut décidé que ce serait Léo qui l'achèterait. Il fut accroché à ses murs pendant quelques années et fut finalement transféré à Michael Stein en échange de tableaux de Renoir. Dire que le tableau fait scandale, c'est vraiment pas exagéré. Comme vous voyez, même dans la réaction des Stein, ils ont pris un peu de temps là, à s'acclimater, puis finalement, ils ont acheté le tableau. Et d'ailleurs, la critique du temps là-dessus va être assez mauvaise. Enfin, on va trouver que, justement, Matisse exagère. Vous avez ce texte un peu étonnant, enfin, d'André Gide sur ce tableau. Quand j'entends le public s'écrier devant un Matisse « c'est de la folie », je suis tenté de lui répliquer « pas du tout, c'est même exactement l'inverse. C'est le résultat de théorie. » Maurice Denis, de son côté, va craindre que Matisse est en train de perdre la structure, enfin, des formes. Il dit il attache trop d'importance à la couleur et il est en train de perdre les lignes. Et donc, là, son tableau va se dissoudre. Peut-être un petit peu à cause de toutes ces critiques négatives, le tableau qui suit, qu'on appelle familièrement un petit peu le portrait à la raie verte, est un peu plus tranquille, je dirais, va moins loin que la femme au chapeau. C'est comme si Matisse sentait le besoin de revenir un petit peu en arrière. Et au fond, il a réduit les plages principales de son visage, si on veut, du visage de son personnage, à deux qui sont opposés comme ça de chaque côté et qui sont séparés par la fameuse raie verte, hein, d'où le nom du tableau. Hein. Alors, c'est comme si les taches de tout à l'heure avaient pris là aussi leur place, mais si vous remarquez la façon dont le tableau est construit, il est construit de façon un petit peu traditionnelle. Hein. Il y a longtemps que les peintres anciens avaient découvert que si vous voulez donner l'impression d'un volume très fort dans l'espace, enfin comme une tête, par exemple, qui se détache d'un fond, vous séparez ce volume en deux zones, hein, une zone claire puis une zone sombre, et vous vous arrangez pour que la zone claire soit vis-à-vis la partie plus sombre qui est au fond. Hein, et inversement, évidemment, pour l'autre côté. Et c'est exactement un peu comme ça que Matisse a travaillé, enfin, pour son tableau. C'est de la même façon qu'il l'a disposé dans le tableau La Raie verte. Hein. Donc, il se rabat, en somme, sur des façons un peu plus traditionnelles de travailler, peut-être après ces critiques qu'on vient d'entendre. Hein. Et là, disons, bon, on peut dire avec ces deux tableaux, enfin, d'une certaine façon, tout allait bien. Mais là, Matisse va faire un pas de plus. Et dans un tableau extrêmement important qui s'appelle La joie de vivre, que malheureusement, je ne peux pas vous montrer en couleur, parce que son possesseur actuel, qui est la Barnes Foundation à Washington, défend absolument toute reproduction en couleur. Je ne sais pas quelle est au juste la raison de cet ostracisme. Est-ce que c'est simplement un désir bourgeois, disons, de posséder le tableau et de ne pas le rendre accessible? Enfin, c'est malheureux, mais je ne peux pas faire autrement que de vous le montrer en noir et blanc. Mais c'est un tableau sensationnel, extrêmement important aussi. Hein? Alors, il se rattache à première vue, cette joie de vivre, si on veut, au thème des bacchanales. Hein, c'est-à-dire, vous savez, ce thème qui consistait à représenter des gens nus dans la nature en train de chanter ou de danser ou de manger, etc. Et là, vous aviez donc, pour ainsi dire, un peu le thème classique, enfin, qui est repris ici par Matisse. Hein. Le tableau a beaucoup choqué. Il a été présenté, évidemment, dans le contexte des salons. C'est comme ça qu'on l'a vu. Et Signac, qui avait aimé tellement les premiers essais, enfin, de Matisse, Luxe, calme et volupté, d'ailleurs, lui appartenait. Il avait acheté ce tableau-là.
là, a été complètement scandalisé par cette nouvelle version de Matisse, enfin, ce nouveau pas que Matisse vient faire. Je vous lis le texte qu'il a écrit, vous allez voir, c'est tout à fait la réaction choquée de quelqu'un qui trouve que Matisse est passé au chien. Voici ce qu'il disait. Il dit « Matisse, dont j'ai aimé les essais jusqu'à présent, me semble s'être complètement fourvoyé. Sur une toile de 2,5 mètres, il a entouré des personnages étranges d'une ligne épaisse comme le pouce. Puis, il a couvert le tout de teintes plates, nettement définies, qui, si pures soient-elles, paraissent tout à fait dégoûtantes. Ah, c'est un rose clair. Ça rappelle le pire rançon de la période Nabi, les plus détestables cloisonnismes de feu anquetin, les enseignes multicolores des quincailliers. Hein? Alors, c'est difficile d'être plus sévère sur un tableau. Signac n'était pas un imbécile. Hein? Comme je vous le dis, il était lui-même un admirateur de Matisse. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi que Matisse lui-même, qui était prêt à faire ses excès, si on veut, avec ce tableau-là, va avoir la même réaction que Signac envers un autre tableau qui va le suivre, dont on va parler d'ailleurs, Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Hein? Matisse sera pas beaucoup plus enthousiaste devant le tableau de Picasso que Signac l'avait été devant son tableau. Pourquoi ça? C'est parce qu'au fond, les peintres, d'abord, ne sont pas immunisés, pas plus que nous, par le choc devant le choc de la nouveauté. Mais en plus de ça, ils sont peut-être plus conscients encore ce que les artistes sont en train de perdre, ce que les artistes plus nouveaux, si vous voulez, sont en train de sacrifier. Et voyant les sacrifices que ça entraîne pour la peinture, ils résistent davantage. Comme par exemple, Signac se rend compte que là, on est en train de perdre beaucoup de choses dans le Matisse par rapport à la tradition, et Matisse fera le même raisonnement par rapport aux Demoiselles d'Avignon. Hein? Alors, ce que Matisse était en train de sacrifier, en réalité, c'est ceci, c'est qu'il était en train de transformer complètement les habitudes visuelles du spectateur. Oui, un truc comme une bacchanale. Hein? Normalement, si on pense, le grand spécialiste de ce genre-là, ça a été Rubens dans le passé, c'était fait essentiellement, disons, ça faisait appel essentiellement à cette vue du spectateur qui va regarder, détailler, j'allais dire, les personnages les uns après les autres. On vous en met plein la vue, et dans le cas de Rubens, c'est tout à fait typique. C'est chaque personnage comme ça nous est montré, et on peut donc les détailler. Si vous essayez de faire le même type d'approche avec La joie de vivre de Matisse, vous allez être un peu surpris parce que Matisse frustre constamment notre désir de voir des formes et de voir des volumes dans l'espace ou des personnages nus, etc., en réduisant, par exemple, le personnage à une simple silhouette, en l'entourant justement de cette fameuse ligne grosse comme le pouce dont parlait Signac, et qui est en fait, qui joue le rôle, si vous voulez, d'un espèce de diffuseur du regard. Au lieu de concentrer l'attention sur le personnage, ça amène le regard, au contraire, à dériver sur toute la surface picturale, à sortir du personnage, à l'oublier d'une certaine façon. Alors donc, Matisse était en train de sacrifier, enfin, j'allais dire, un point de vue centré sur un tableau. C'est un point de vue presque de voyeur, on pourrait dire. Au contraire, là, il nous amène à dériver dans le tableau de toute façon en perdant, en somme, toutes ces hiérarchies qu'on avait apprises par le passé. Alors là, quand Signac sent ce qui est en train de se passer, il n'est pas étonnant, justement, qu'il se mette à réagir aussi violemment sur ce tableau. Un détail de La joie de vivre allait être développé dans un nouveau tableau de Matisse qui est extrêmement célèbre et que vous avez probablement tous vu reproduit, La danse. Hein? C'était, en somme, le cercle des danseurs qui étaient dans La joie de vivre que Matisse ici isole et en fait un sujet de tableau. On a fait allusion à propos de ce tableau-là aux fameuses façons dont les Grecs de l'Antiquité avaient de faire des dessins sur les vases. Hein? En réalité, c'est une comparaison qui n'explique pas grand-chose parce que la ligne dans les vases grecs, évidemment, a pour fonction d'entourer des formes, de les délimiter, de les rendre lisibles, je dirais. Alors qu'ici, la ligne a vraiment presque toute son autonomie. C'est elle qui danse d'une certaine façon. Et alors Matisse lui donne toute sa force. Hein. L'histoire de l'acquisition de ce tableau est connue. Il a été acheté par un très fameux collectionneur russe qui s'appelait Choukine. Et il avait vu tout d'abord un panneau préparatoire à la danse à Paris qui l'avait fort intéressé en 1909 et il cherchait d'obtenir enfin 2 immenses tableaux qui auraient pu décorer le haut de son escalier. C'était un bonhomme extrêmement riche et qui d'ailleurs va collectionner beaucoup de tableaux contemporains.
Et là, il dit à Matisse, enfin, non seulement j'ai aimé votre tableau, mais aussi je voudrais vous commander même autre chose. Cher monsieur, je trouve votre panneau La Danse d'une telle noblesse que je pris la résolution de braver notre opinion bourgeoise et de mettre sur mon escalier un sujet avec le nu. En même temps, il me faudra un deuxième panneau dont le sujet serait très bien la musique. Alors, fort de cette commande, Matisse change d'atelier, enfin, il déménage et il s'installe dans des nouveaux locaux et il peint l'un après l'autre, enfin, les deux grands panneaux, d'abord la danse et ensuite la musique, comme, en fond, le lui avait commandé Choukine. Mais là, il y a un épisode inattendu qui se passe. Quand Choukine voit, en fait, les deux tableaux à la fois dans l'atelier de Matisse, au moment où il devait les acheter, il se récuse. Et là, il prétexte toutes sortes de choses. Il dit qu'il venait d'adopter deux petites filles et qu'il craint de les scandaliser. Et il propose une espèce de marché à Matisse. Il dit, écoutez, je vais vous acheter deux autres tableaux, plus petits, pour le même prix. Ou alors, pourriez-vous peut-être ajouter une petite feuille de vigne quelque part? En particulier, je pense que le tableau qui le choquait le plus, c'était la musique, où il y avait un flûtiste dont le sexe était apparent. Alors, il voulait, en somme, il propose à Matisse de corriger son tableau. Matisse se choque, évidemment, parce que ni l'une ni l'autre proposition ne lui va, et il l'envoie paître, en fait, d'une certaine manière. Mais disons qu'ensuite, Choukine se ravise, et il finit par acheter les deux tableaux qui ont abouti donc à Moscou à cause de ça. Cette réaction de Choukine est tout à fait étonnante en un sens parce que, vous voyez, là, on a affaire à quelqu'un qui était très ouvert à l'art contemporain quand même. C'est un collectionneur incroyable. Il possédait 37 Matisse, 50 Picasso et 16 Derain. Hein? Ça, ce n'est qu'une partie de sa collection. Alors, on peut se demander comment ça se fait qu'un bonhomme comme ça, qui était si ouvert à l'art actuel, a été, au fond, encore incapable de dissocier dans sa lecture du tableau ce qui est le sujet et ce qui est l'aspect plus formel. Hein? Il est encore arrêté, en somme, par le sujet qu'il trouve indécent, et en particulier dans la musique, là, je pense bien qu'il était encore trop choqué par la présentation du tableau pour être capable de se détacher de ça et de le voir plutôt comme une exploration des formes et de la couleur, comme Matisse aurait voulu qu'on le contemple, son tableau. Si Choukine avait été tellement scandalisé par un tableau comme la musique ou comme la danse, je me demande comment il aurait réagi devant le tableau que je vais vous présenter maintenant et qui est un tableau très célèbre de Picasso qui s'intitule « Les Demoiselles d'Avignon ». Hein. C'est de loin le tableau le plus ambitieux que Picasso avait peint jusqu'à ce moment-là. Hein. Il mesure environ 8 pieds carrés. Alors, évidemment, la reproduction que j'ai à côté de moi ne vous donne qu'une petite idée de la dimension du tableau. Et, disons, en centimètres, ça ferait quelque chose comme 250 par 250 centimètres. Donc, c'est un tableau de très grande dimension. Traditionnellement, sur ce genre de surface, ce que l'Académie aurait suggéré de faire, c'est un groupe de femmes nues dans un décor extérieur ou intérieur, en fait, dans un paysage, si on veut. Et c'est un peu ça, enfin, que Picasso veut faire, c'est-à-dire qu'il aborde cette grande surface avec le sujet traditionnel par excellence. Et en même temps, il n'est pas du tout impossible qu'il ait pensé à se mesurer un peu à ses devanciers. Et le premier auquel il pense, c'est Cézanne, parce qu'on venait d'avoir au Salon d'automne, en 1907, à ce moment-là, une grande rétrospective Cézanne. Hein. Cézanne venait de mourir, il était vers la toute fin de sa vie, il a commencé à être plus connu. Et là, on avait au Salon d'automne, donc, une grande rétrospective de Cézanne, et on avait vu justement qu'un des thèmes qui avait occupé Cézanne à la fin de sa vie, c'était le thème des baigneuses, hein, comme nous voyons d'ailleurs à un cours précédent. Et là, certainement, enfin, en somme, Picasso veut être en compétition avec Cézanne là-dessus. Enfin, il veut faire à son tour un thème un peu analogue à celui des baigneuses. L'autre peintre avec lequel aussi il ne pouvait pas non plus ne pas être en compétition, c'est Matisse, hein, qui venait de faire scandale avec son fameux tableau « La joie de vivre » que nous venons de voir. Et là aussi, qui est en fait, comme dans ce thème académique que je définissais plus tôt, des femmes nues dans un grand espace, dans un paysage. Hein. Alors, c'est certainement ça que Picasso veut faire. Mais comment gagner cette compétition, si vous voulez, par quel biais? C'est qu'il fallait trouver un sujet encore plus osé.
Et c'est ce que Picasso fait, en fait. Il nous propose, pour dire les choses crûment, une scène de bordel, et plus exactement ce qu'on appelle dans le milieu la parade, c'est-à-dire, vous savez, ce moment où les filles défilent devant le client et où il fait son choix. Hein. Et disons, ce thème particulier, on le voit déjà dans les esquisses préparatoires, enfin, comme par exemple une esquisse où vous avez vraiment 7 personnages, c'est-à-dire non seulement on a les 5 filles, enfin, qui sont en train d'offrir leurs marchandises, si je puis dire, mais vous aviez éventuellement un client qui est assis au milieu d'elle à table. Et ensuite, alors sur la gauche, apparaît un jeune homme qui tient un livre à la main. Et on sait par les confidences de Picasso que ce jeune homme était supposé être un espèce d'étudiant en médecine qui vient comme moraliser, enfin qui vient rappeler aux gens enfin ce qu'ils vont faire dans ces établissements est un peu dangereux. Une des obsessions d'ailleurs de Picasso à ce moment-là, c'est les maladies vénériennes. Il avait d'ailleurs lui-même fréquenté ces endroits. Et il voulait donc donner, finalement, comme titre à son tableau, le salaire du péché. Hein. Le titre, Les Demoiselles d'Avignon, tel qu'on l'intitule maintenant, ne serait pas de Picasso, il serait plutôt d'André Salmon, qui était un de ses amis, un peu, si vous voulez, en mémoire de leurs escapades de jeunesse. Et ce que ça désigne, c'est non pas la ville d'Avignon, mais plutôt la carrière d'Avignon, c'est-à-dire une rue d'Avignon, si vous voulez, qui était à Barcelone, la rue dans le district rouge, si je peux dire, dans le quartier des prostituées. Hein. Alors donc, ça fait allusion à cette chose-là. Et certainement, donc, le thème que Picasso veut donner à son tableau est extrêmement moralisateur. Par rapport à Matisse et par rapport à Cézanne, on peut dire que là-dessus, Picasso se rattache au contraire à une espèce de tradition beaucoup plus, disons, expressionniste, en fait. Hein. Il s'agit d'exprimer quelque chose, un contenu précis, afin même de moraliser. Ce n'est pas du tout étonnant de la part de Picasso à ce moment-là. Vous savez, il y a un tableau plus ancien qu'il a fait, qui est également de très grande dimension, et qui s'intitule « La vie », et dans lequel vous aviez aussi un thème moralisateur. Là, ce n'est pas le salaire du péché, j'allais dire, c'est presque le salaire de l'amour, puisque d'un côté, on vous présente un couple qui est enlacé, comme ça, qui est nu, et qui pointe, dont le jeune homme pointe du doigt une maternité qui est de l'autre côté. Enfin, comme une des conséquences de l'amour physique, c'est la maternité. Alors que les personnages qui sont représentés dans le fond, qui sont repliés sur eux-mêmes, donneraient en opposition une espèce de vie égoïste à deux, enfin, qui refuse la maternité. Hein. Alors donc, des sujets de ce type-là chez Picasso ne sont pas du tout étonnants. Il en avait déjà fait. Et donc, dans Les Demoiselles d'Avignon aussi, il voulait faire ce sujet moralisateur. On voit que, par contre, d'une esquisse à l'autre, Picasso va préciser un peu son thème. Hein. Les plus anciennes esquisses comportent beaucoup plus de personnages. Ils comportent 7 personnages. Ils ne sont pas toujours faciles à lire, mais disons que vous retrouvez 2 jeunes hommes tout le temps au milieu de ces dames, dont un est le client et l'autre est cet étudiant en médecine. Hein. Et dans une esquisse plus proche du tableau, si on veut, Picasso décide de faire disparaître les 2 jeunes hommes, justement, et de s'en tenir simplement aux femmes. Et un des gestes qui était fait par le jeune homme, par l'étudiant en médecine, est maintenant fait par une des demoiselles d'Avignon. Hein. Alors donc, il simplifie son sujet. Aussi, ce qui était la table et l'espèce de nature morte, enfin, auquel était attablé le jeune homme, vraiment disparaît presque complètement dans le tableau. On la retrouve juste tout à fait dans le bas du tableau. Et au fond, ce qui est en train de se passer ici dans le tableau, c'est que vous devenez le client, vous spectateur ou moi spectateur, nous devenons le client. Nous sommes assis dans le sofa en train de voir défiler la parade. Et donc, il définit subitement le spectateur comme un voyeur. Hein. Et là, évidemment, ça change beaucoup le sens du tableau, ça le rend beaucoup plus direct. Et comment ne pas penser justement que tous les regards de ces femmes qui vous transpercent, j'allais dire, et finalement nous donnent vraiment le vrai sujet du tableau. Ces regards-là ne sont pas du tout provocants et aguichants. Je dirais au contraire, ils sont durs, ils sont sévères. C'est presque des regards de juge qui regardent le spectateur qui est devenu voyeur, qui est devenu comme dans le rôle du client. Même le petit détail du bas du tableau qui représente cette espèce de nature morte minimale, vous avez un melon là qui est pourtant un fruit dans la nature qui est si tendre et si sucré, là, est transformé presque, je disais, en cimeterre. Enfin, il devient presque comme un instrument coupant.
Alors voilà donc pour le sujet des Demoiselles d'Avignon. Qu'en est-il maintenant des aspects formels de ce tableau? Là aussi, on pourrait parler d'une compétition de Picasso avec ses devanciers. En particulier, peut-être la toute première, ce serait une compétition avec Cézanne. Hein. J'ai parlé déjà de l'importance que le thème des baigneuses avait dans ce tableau-là. Mais là aussi, même, on pourrait dire que cette présence de Cézanne, vous l'avez même dans une espèce de citation, le personnage qui est complètement à droite, en bas de la composition ici, vient en somme d'un tableau de Cézanne qui appartenait à Matisse en plus. Alors, dans lequel on retrouve le même personnage tourné de la même façon, ayant les jambes ouvertes aussi, et situé, enfin, dans le même coin, si on veut, du tableau. Hein. Alors là, donc, ce rapport avec Cézanne est plus que simplement, si vous voulez, un peu vague. Il y a une citation. Les deux personnages qui sont au centre de la composition, qui lèvent les bras et qui adoptent une espèce de, j'allais dire, de posture de présentation, eux semblent venir de toute une autre tradition. Ça vient de Ingres, en fait, hein, qui déjà dans le bain turc avait représenté comme ça toute une série de femmes, enfin dans un bain turc, si on veut, mais dont une a exactement ce même geste avec la même ambiguïté aussi. En fait, c'est comme une geste d'offrande du corps à sa compagne. Alors là, ce geste-là est repris évidemment aussi par Picasso. Il a d'ailleurs, si vous faites un peu l'histoire d'un geste comme ça ou d'un motif iconographique, vous pouvez remonter assez loin dans le temps, puisqu'il semble que Ingres lui-même s'était inspiré d'une statue antique, si on veut, qui représentait la Niobé blessée, qui avait perdu ses enfants. Alors à ce moment-là, elle fait le même geste aussi, une espèce de geste d'offrande, mais là, il y a un autre sens, évidemment, c'est plutôt un geste de désespoir, si vous voulez, c'est presque le contraire d'un geste de protection, c'est comme si on s'abandonnait à la douleur. Et, ma foi, aussi, un autre modèle de la même chose, ça serait les fameux esclaves de Michel-Ange, hein, aussi, qui ont également ce geste de bras relevés comme ça, comme dans le tableau de Picasso. Évidemment, chaque fois que vous retrouvez un motif comme ça dans des contextes différents, il change de sens. C'est comme si la forme était susceptible de plusieurs lectures, de plusieurs sens, si on veut. Alors, dans le contexte où Picasso l'emploie, évidemment, ça devient plutôt un sens érotique, c'est les femmes qui s'offrent aux clients éventuellement. Hein. Et là, peut-être que, pour revenir à Ingres aussi, ce que, disons, Picasso avait pressenti, c'est la possibilité, non seulement dans ce geste-là, d'évoquer, en somme, une offrande, mais éventuellement aussi de composer à l'intérieur d'une surface. Hein. Dans son fameux tableau qui s'appelle « La source », Ingres avait déjà pressenti les ressources formelles de ce type de pose, de posture. C'est que non seulement donc vous occupez presque toute une bande verticale comme ça, mais vous respectez aussi d'une certaine façon la surface dans laquelle elle se trouve. Et alors là, l'espèce d'aplatissement des corps qu'on voit dans le tableau de Picasso irait chercher éventuellement même des modèles aussi relevés qu'un Ingres. Je pense bien que si Ingres m'entendait, il serait tout à fait scandalisé de ce rapprochement, mais c'est pour dire aussi comment les peintres modernes travaillent avec une immense culture visuelle derrière eux et ils vont chercher comme ça éventuellement toutes sortes de modèles. Par contre, un modèle qui ne va pas avec la tradition, c'est le modèle qui a dû jouer pour les visages, enfin au moins 3 des visages des Demoiselles d'Avignon, où manifestement ce qui a inspiré Picasso ici n'appartient pas à la tradition occidentale, appartient plutôt à l'art nègre. Le problème de la découverte, entre guillemets, des cubistes, enfin de l'art nègre, est un problème historique complexe. Hein. D'abord, Picasso a nié lui-même qu'il ait eu la moindre connaissance des masques noirs ou des choses comme ça quand il a fait les Demoiselles d'Avignon, mais il est difficile à croire là-dessus. Au contraire, des bons témoins de l'époque, des gens très près de lui, ont avancé à différentes périodes, des fois un peu, faut-il le dire, un peu longtemps après coup, qu'au contraire, assez tôt finalement, Picasso avait dans son atelier des masques nègres, donc il pouvait directement s'inspirer de ces sources-là. Comme par exemple, Salmon affirme que dès 1906, donc 1 an avant la production des Demoiselles d'Avignon, Picasso possédait déjà des masques nègres. Hein. Apollinaire, lui, situait ça plutôt en 1911, donc nettement après la production des Demoiselles d'Avignon, et donc irait plus dans la ligne que Picasso défendait lui-même.
Mais on pourrait dire que ce phénomène-là, cette découverte de l'art nègre, cet engouement de l'art nègre, au fond, a été aussi le fait de pas simplement les futurs cubistes, hein, même les fauves s'y ont intéressé aussi. Enfin, on sait que Braque avait acheté déjà au Havre des masques nègres dès 1905, que Matisse aussi en collectionnait en 1908, avait déjà une collection importante. Il y a même un portrait de Mme Matisse dans lequel le visage s'inspire éventuellement d'un masque nègre. Puis il y a toujours la possibilité pour tous ces peintres-là d'avoir visité l'ancêtre du musée de l'Homme, si vous voulez, à Paris, qui était le musée du Trocadéro, et dans lequel on avait en permanence des expositions de ces genres de masques-là. Hein. Et d'ailleurs, on peut faire des rapprochements beaucoup plus précis. Si vous prenez, par exemple, le visage du personnage qui est tout à fait dans le coin droit des Demoiselles d'Avignon, il fait penser à un masque Etumbi. Il a à peu près le même type de construction, tandis que le personnage qui se trouve dessous, avec un masque beaucoup plus élaboré, ferait penser à un masque du Zaïre. Hein. Ce que, évidemment, Picasso cherchait dans les masques nègres, c'était tout d'abord une façon d'exprimer, disons, des sentiments beaucoup plus violents. Il a, au fond, tous les préjugés, si on veut, sur l'art nègre. Il croit que ce genre de masques-là sont faits essentiellement pour exprimer des émotions très fortes, des émotions sauvages. Hein. En réalité, il avait mal compris que très souvent, ils sont, au contraire, des masques traditionnels qui viennent de très vieilles cultures. Et on pourrait dire que son attitude en face de l'art nègre est un peu l'attitude d'un prédateur, c'est-à-dire c'est exactement l'attitude de son temps qui est très colonialiste, qui regarde l'Afrique évidemment comme une colonie et l'exploite comme telle. Alors ce qui est vrai au niveau économique était vrai aussi du point de vue artistique. Hein. Alors donc, une multitude d'influences qui jouent dans ce tableau, qui est en dialogue, en somme, avec la tradition, et même avec la tradition extra-occidentale, pour arriver à faire finalement quand même un Picasso. Hein. Et d'ailleurs, la grande question qu'on pourrait poser à propos des Demoiselles d'Avignon, c'est en quoi ce tableau est-il cubiste? Hein? Bien, il y aurait une première réponse, c'est tout d'abord, je dirais, cette découverte que Picasso fait, qui était déjà en petit chez Cézanne, de la possibilité de points de vue multiples sur la réalité donnés en même temps. Comme par exemple, nos Demoiselles d'Avignon sont tantôt avec le nez de profil et le visage de face, ou parfois l'inverse, avec des profils, avec des yeux de face. Hein? Alors ça, cette multiplicité des points de vue, ça fait penser un petit peu à ce que je vous signalais dans Cézanne. Vous vous souvenez des rebords de table qui se rejoignent pas, qui correspondent à deux visions du même objet. Alors ça, c'est repris ici et c'est poussé évidemment beaucoup plus loin chez Picasso. Hein? Cette possibilité dans le même tableau d'avoir toutes sortes de points de vue. Le personnage le plus sensationnel de ce point de vue-là, c'est le personnage qui est assis en bas. Si vous faites abstraction complètement de la tête, il a l'air vraiment d'un personnage de dos qui nous tourne le dos et qui est en train de regarder dans l'autre direction. Mais là, quand on enlève la main, évidemment, le visage qui nous fait face, qui a fait un tour de 180 degrés, alors met ensemble, si vous voulez, deux points de vue complètement différents, impossibles dans la réalité. Hein. Alors ça, c'est un premier point par lequel le tableau pourrait être défini comme cubiste. L'autre point, c'est ce que j'appellerais un peu l'aplatissement, en somme, des formes dans le plan du tableau. Non seulement les formes sont comme articulées, j'allais dire presque comme de la tôle, hein, d'une certaine façon, ils sont comme aplatis dans le plan du tableau, mais les interstices entre les personnages, c'est-à-dire les parties bleutées ici ou gris que vous voyez entre les personnages, ont presque autant de pouvoir, autant de présence que les personnages eux-mêmes, et donc remplissent complètement tout l'espace pictural. Hein. Ça aussi, c'est un aspect que les cubistes vont beaucoup développer. On va parler à propos de leur tableau d'espace tactile. Hein. Et évidemment, ce qui serait finalement aussi cubiste là-dedans, c'est la diminution, pas encore très radicale, dans ce tableau, Les Demoiselles d'Avignon, la diminution du côté trop anecdotique, je disais. Hein, quand j'analysais tout à l'heure le rapport avec les esquisses, vous vous rappelez, ce qu'on pouvait conclure finalement, c'est que Picasso réduisait le côté littéraire et anecdotique de son tableau au minimum et s'en tenait plutôt à une espèce de construction de forme. Les Demoiselles d'Avignon ne seront pas un tableau qui aurait été beaucoup vu. Hein. C'est en fait un peu quelques artistes avec leurs amis, quelques critiques qui l'auront vu, et tout le monde ne sera pas très enthousiaste à propos de ce tableau-là. Certains vont le rejeter complètement, comme par exemple Matisse, et d'autres, au contraire, vont, après un premier moment d'hésitation, vont le trouver formidable, en particulier Georges Braque, qui s'écrira Picasso,
Tu bois de la térébenthine et tu craches du feu. Et alors, évidemment, après ce premier mouvement de surprise, si on veut, Braque va tenter de faire une réaction d'un autre ordre, une réaction picturale aux Demoiselles d'Avignon. Et c'est son tableau qui s'intitule Un grand nu, si on veut, qui va être cette réaction picturale, qui est fait après qu'il a vu les Demoiselles d'Avignon. Et évidemment, c'est un tableau moins important, moins complexe, puisqu'il ne consiste qu'en un seul personnage et qui est présenté comme ça dans aucun contexte particulier. Enfin, le fond est tout à fait neutre, hein. Ce faisant, Braque débarrassait le cubisme de toute intention littéraire pourtant encore très chère à Picasso, hein. Il fait faire donc un saut très brusque vers, j'allais dire, l'opticité, c'est-à-dire on revient à la tradition qu'avait déjà établie Cézanne. On retrouve, en somme, les problèmes optiques, les problèmes d'analyse de l'espace qu'on avait chez Cézanne, hein. Dès le point de départ, Braque comprend ça très vite. D'ailleurs, il voit dans le genre pictural du nu, comme dans celui de la nature morte, comme dans celui du paysage, des genres picturaux tellement usés d'une certaine façon qu'ils sont d'excellents prétextes à faire des recherches formelles, hein. Ils n'ont pas à être traités comme tels. Cette dépendance de Cézanne, d'ailleurs, Braque la comprend très vite et très bien, et il décide d'aller aux sources, c'est-à-dire de refaire un peu ce que Cézanne avait fait à sa manière, et il va même jusqu'à se rendre sur les lieux mêmes où Cézanne avait peint, en particulier à l'Estac, qui était, si vous voulez, dans le voisinage de la ville de Marseille. Et il s'installe là, et pendant tout un été, là, il travaille très fort à faire toute une série de paysages qui vont s'appeler comme ça, d'ailleurs, paysages de l'Estac. Et là, quand ils sont terminés, il veut les présenter au Salon d'automne, et à sa grande surprise, sur 7 présentations qu'il met là devant le jury, il y en a 5 qui sont refusés, jury sur lequel d'ailleurs siégeait Matisse, hein, ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que les tableaux de Braque sont jugés comme tout à fait inconvenants dans ce jury. Alors, furieux, Braque retire complètement son envoi et réserve en somme ces tableaux-là pour sa première exposition importante à Paris, chez Kahnweiler, un nouveau marchand de tableaux d'origine allemande, qui très courageusement d'ailleurs va commencer à exposer ceux qu'on va finir par appeler les cubistes. Et d'ailleurs, c'est à l'occasion de cette exposition de Braque que le critique Louis Vauxhall va employer pour la première fois le mot cube à propos des tableaux de cette école. Exposition Braque. Chez Kahnweiler, 28 rue Vignon. Monsieur Braque est un jeune homme fort audacieux. L'exemple déroutant de Picasso et de Derain l'a enhardi. Peut-être aussi le style de Cézanne et les ressouvenirs de l'art statique des Égyptiens l'obsèdent-ils outre mesure. Il construit des bonhommes métalliques et déformés et qui sont d'une simplification terrible. Il méprise la forme, réduit tout, cite et figure et maisons à des schémas géométriques, à des cubes. Ne le raillons point puisqu'il est de bonne foi. Et attendons. Ce serait la première fois que le mot cube est publié à propos des tableaux qu'on va finir par désigner comme cubistes. Il semble par contre que le mot aurait été prononcé par Matisse un peu avant cette date, et ensuite ce serait aussi Matisse qui aurait créé le terme cubisme, si on veut, à propos des tableaux, mais toujours d'une façon un petit peu péjorative. D'ailleurs, c'est très fréquent que les titres qu'on donne comme ça à des groupes picturaux sont faits d'abord de façon péjorative, comme les fauves, par exemple le fauvisme, ou comme tous ces mouvements. Et là, disons que, peu importe cette origine du terme, quels étaient donc alors ces tableaux qui avaient tellement choqué Vauxhall et tout le monde, à l'époque? Alors, c'est ces fameux paysages de l'Estac. Ils sont intéressants à comparer avec des photos que Kahnweiler a prises. Enfin, il y a au moins une photo qui est tout à fait sensationnelle, qui nous représente exactement l'endroit où Braque avait travaillé, et on voit où il avait pris son motif. Exact. Enfin, c'est le même arbre, c'est la même maison, etc. Mais évidemment, quand on confronte ensuite le tableau avec la photographie, on se rend compte que Braque avait carrément simplifié, la présentation. Ce qui était des maisons avec des portes et des fenêtres est devenu comme une espèce de bloc, si on veut, et la grande touffe de
feuillage qu'il y avait sur la photographie, enfin, redevient simplement comme une espèce de branche avec un peu de feuillage comme ça. Hein. Et là, les maisons, d'ailleurs, au lieu d'avoir une espèce de substance, ils deviennent un peu comme évanescentes, c'est-à-dire on a l'impression tantôt qu'ils s'avancent vers nous, tantôt qu'ils reculent. Elles sont comme mal situées dans l'espace. Et on dirait que Braque utilise en fait une illusion d'optique. Vous savez, c'est cette illusion qui consiste à faire deviner en fait la longueur de deux segments de lignes qui sont situés tantôt entre deux V qui se font face ou au contraire entre deux V qui se tournent le dos, qui vont dans l'autre direction. Et à ce moment-là, enfin, évidemment, le segment de ligne qui est accompagné de lignes ouvertes, si on veut, de chaque côté, paraît beaucoup plus grand que l'autre. Hein? Et il semble-t-il, d'après certains psychologues de la perception, comme Gregory, par exemple, il dit que cette illusion viendrait en fait d'une expérience tout à fait courante qu'on fait, c'est-à-dire quand vous êtes confronté avec un espace concave ou un espace convexe, c'est-à-dire un espace qui avance vers vous ou un espace qui recule de vous, le même segment de ligne prend toute une autre dimension selon les contextes. Si l'espace avance vers vous, il paraît beaucoup plus petit, si on veut, que l'autre qui est dans un espace concave profond et qui est comme au fond. D'ailleurs, ça vient de cette lecture qu'on fait toujours en perspective. Tu sais, si je place dans une perspective, par exemple, trois objets, celui qui est plus à droite, même s'il est exactement égal aux deux autres, paraît beaucoup plus grand. Hein? Alors, en somme, donc, Braque joue sur ces notions, si vous voulez, d'illusion d'optique à l'intérieur de son tableau et rend ambivalente, en somme, la lecture des maisons, la lecture des objets qu'on peut voir dans le tableau. Hein. Et ça, disons, c'est une chose qu'il avait compris de Picasso, c'est qu'un des aspects du langage du cubisme, c'est évidemment de mettre en question la perspective, de la remplacer au contraire par une vue multiple et par éventuellement des vues qu'on peut lire dans les deux sens, des vues ambivalentes sur les choses. Les tableaux consacrés au château de la Roche-Guyon ont été faits alors durant l'été 1909 par Braque encore. C'était un endroit aussi où Cézanne avait travaillé. Alors c'est dans la même ligne que ces tableaux de Lestac, mais ils sont plus complexes. La première chose qui frappe dans ce tableau-là ou dans les autres que Braque fera dans cette région, c'est évidemment l'espèce de verticalité du motif et l'étagement, en somme, de tous les éléments dans le champ pictural. L'étagement, c'est une notion qu'on avait déjà mentionnée à propos de Cézanne. Vous vous en souvenez, dans ses natures mortes, j'avais parlé de ça. Là, on le retrouve encore ici, mais là, appliqué au paysage. On pourrait dire, évidemment, que l'étagement était imposé à Braque par la façon dont le château est disposé. Il est situé comme ça, à flanc de colline, enfin, vraiment en surplomb. Et à ce moment-là, donc, on pourrait dire que Braque n'avait qu'à suivre les suggestions du motif. Mais il faut se méfier de ce genre d'explication par la nature. Hein. Ça, c'est comme expliquer les impressionnistes uniquement par les reflets dans l'eau ou encore expliquer les cathédrales par la contemplation des grandes forêts. Hein. En réalité, très souvent, c'est l'inverse qui se produit. C'est parce que quelqu'un a déjà trouvé une solution plastique à un problème qu'ensuite, on voit dans la nature les mêmes effets. Mais c'est très rare que la nature, à elle seule, peut suggérer des solutions aux problèmes des peintres. Hein. Alors, de toute manière, en tout cas, disons, chez Braque, vous aviez donc ce phénomène d'étagement qui le retient. Et aussi, une autre chose qui est frappante, c'est qu'il y a une espèce de réduction de la couleur, enfin, finalement, presque à deux teintes seulement, l'ocre et le vert. Hein. Alors, on voit bien, donc, ce que la dette, ce que, disons, Braque devait à Cézanne, mais il faut aussi voir les différences avec Cézanne. Je pense que c'est important, à propos de ces tableaux-là, de bien marquer ça. La première différence, évidemment, c'est disons, le besoin ou le souci beaucoup moins grand que Braque a d'imiter la nature, au contraire de ce qu'on avait chez Cézanne. Cézanne était plus, disons, prudent là-dessus. Là, au contraire, disons, Braque prend beaucoup ses distances avec le motif et fait du tableau vraiment plutôt l'occasion d'une construction géométrique à lui. Alors ça, c'est peut-être le premier élément. Le deuxième élément, évidemment, c'est que dans le tableau, et c'est une conséquence du premier, dans le tableau de Braque, la perspective est très mal menée. Hein. On dirait qu'il n'y a plus de facteur unitaire dans son tableau. Ce n'est plus important d'avoir ce seul point de fuite à partir duquel tous les éléments s'organisent. Là, au contraire, on a multiples points de vue, on a
multiples approches des différents éléments et tout ça se recompose dans une unité qui n'a rien à voir avec la perspective. Et troisième différence importante aussi avec Cézanne, finalement, c'est la réduction de la palette. J'allais dire, le chromatisme du tableau est vraiment réduit au minimum, simplement, comme je disais tout à l'heure, l'ocre et le vert. Après des paysages de Braque, voici maintenant un paysage fait par Picasso d'un village, enfin une représentation d'un village qu'il connaissait bien, où il avait passé l'été. Et on pourrait dire qu'entre les deux personnages, il y a comme toujours une espèce d'émulation, je dirais. C'est-à-dire que les inventions que Braque fait à un moment donné sont reprises ensuite par Picasso, qui les pousse encore plus loin. Alors, on voit ici dans cette représentation donc, de ce village, Picasso a introduit un élément qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au premier plan, vous avez un réservoir d'eau qui est à ciel ouvert et donc qui joue un peu le rôle d'un miroir. Et alors, une partie du spectacle qu'on voit, on ne le voit qu'en reflet dans le miroir. Et donc, on pourrait dire qu'il a introduit par ce truchement vraiment le double point de vue, les deux perspectives. Hein? C'est comme si le miroir, là, nous faisait entrer directement dans ces deux points de vue à la fois parce qu'il est orienté différemment de la vision qu'on a quand on regarde le tableau en face. Alors ça, c'est un élément qu'il pousse plus loin que Braque, si on veut, à sa manière. Ensuite, l'autre élément qui est intéressant, c'est la construction vraiment pyramidale de son village. Hein? Cette construction en pyramide, on l'avait bien sûr chez Cézanne, en particulier, vous vous souvenez, dans les grandes baigneuses, j'avais dit que, essentiellement, ce que Cézanne voulait faire, c'était de faire une belle composition pyramidale ou triangulaire à l'intérieur d'un rectangle. Mais là, ce qui est nouveau, et ce qui est peut-être un peu plus difficile à saisir, c'est que la façon dont la mise en scène, si vous voulez, de ce triangle sur la surface est faite par Picasso tient compte du format même sur lequel il est fait, alors que ce n'était pas vrai pour Cézanne. Je veux dire qu'il y a comme un rapport de forme, si on veut, entre le triangle et le fait d'être situé dans un espace rectangulaire allongé, disons vertical. Il y a un triangle isocèle, par exemple. Rapport qu'on n'avait pas, par exemple, dans les grandes baigneuses, qui est peint sur un grand rectangle à l'horizontale et qui représente un triangle, simplement comme ça, indépendant, en somme, du fond sur lequel il est peint. Là, les cubistes commencent à prendre conscience, si on veut, de la relation entre le format de la toile, du support sur lequel ils travaillent, et des éléments qui vont intervenir sur la toile, des choses qu'ils vont composer. Hein. Dans La jeune fille à la mandoline, ce même problème alors est posé maintenant, cette fois-ci, non plus à propos d'un paysage, mais est posé à propos d'un personnage. Hein. Et on sait que le modèle ici était Fanny Tellier, en tout cas une des amies de Picasso à l'époque, et les espèces de faux cadres, enfin, qu'on voit derrière elle, qui ont l'air comme des angles superposés, c'est en fait des faux cadres. C'est un tableau qui a été fait dans l'atelier. Hein. Alors, La jeune fille à la mandoline aussi se situe dans un triangle, si on veut, de composition, et se détache sur une surface qui est plutôt allongée également, qui est de format vertical. Alors là aussi, vous avez disons, cette relation entre support et ce qui est représenté sur ce support. Hein, comme si, maintenant, le peintre prenait vraiment conscience de la surface sur laquelle il travaille et en faisait un élément propre de sa création, de sa composition. Cette façon de procéder, évidemment, vide les coins du tableau. C'est-à-dire que si vous construisez tout votre tableau dans un triangle, alors le centre est bien occupé, le bas de la composition aussi est très lourd, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, mais dans les deux coins, en haut, à gauche et à droite, vous avez des vides. Hein? Et c'est intéressant qu'une des solutions de ce problème de vide va être trouvée par Braque, justement, dans une autre version un peu du même thème, de La femme à la mandoline aussi, où il traite son sujet dans un ovale. Évidemment, quand vous avez ça comme format, vous n'avez plus de coins et vous n'avez plus le problème de coins vides ou complètement évidés. Hein. Alors, c'est intéressant de voir comment Braque et Picasso solutionnent les uns après les autres les problèmes plastiques qui se posent en cours de production. Et en fait, tout ça se passe très rapidement. C'est cette période qu'on appelle le cubisme analytique et dans laquelle, on pourrait dire, les inventions se succèdent presque de mois en mois entre les deux peintres. Ce n'est pas le seul apport de Braque au vocabulaire cubiste. Hein. C'est Braque, par exemple, qui introduit le premier des éléments de trompe-l'œil dans les tableaux cubistes, comme par exemple le fameux clou qui apparaît tout à fait au sommet d'une composition qui s'appelle Broc et violon. Hein.
Et ce clou est là un peu comme pour ancrer dans la réalité un tableau qui commence à se dissoudre, dont les formes commencent à devenir plus difficiles à lire. Hein. C'est aussi Braque qui introduit des lettres au pochoir dans les compositions et donnant encore plus de bidimensionnalité à ces toiles pour cette raison, comme par exemple dans le portugais où on peut lire les lettres D et ensuite bal et 10 et 40, etc. Alors on pense à grand bal, 10h40, en fait comme si on avait en somme une affiche. Et alors cet effet d'affiche, ça donne aussi évidemment plus de bidimensionnalité au tableau. C'est comme si on voyait en somme non pas un tableau, mais quelque chose qui était reproduit sur une affiche carrément. Hein. C'est enfin encore Braque qui introduit des éléments de trompe-l'œil comme des imitations de bois ou de marbre, comme par exemple dans sa composition à l'as de trèfle. Hein. On sait qu'il avait perfectionné un peu toutes ces techniques d'imitation de bois et de marbre comme peintre en bâtiment. Enfin, il avait appris ces techniques-là. Et là, il sent le besoin, enfin, de les utiliser à l'intérieur de ses tableaux. On les retrouve aussi dans sa femme à la guitare, enfin, qui est une autre façon de traiter aussi la femme à la mandoline, comme on l'avait vu chez Picasso. Hein. Et enfin, c'est Braque qui invente les papiers collés, enfin, qui vont être si importants pour toute la suite du cubisme, qui vont leur permettre justement de résoudre d'une façon très différente les problèmes d'espace, parce qu'avec les papiers collés, toute la surface va être envahie par des rectangles, etc. Alors, vous auriez, disons, Compotier vert, qui est un bon exemple de papier collé, dans lequel on voit comment, au fond, pas du tout comme les collages qu'on verra chez les surréalistes, c'est vraiment les éléments sont utilisés un peu comme les éléments de trompe-l'œil qu'on avait dans les tableaux précédents. Ils sont là pour leur texture, ils sont là pour simplement ajouter un effet de plus. Picasso, évidemment, va suivre la voie avec, j'allais dire, des œuvres encore plus audacieuses, comme cette nature morte à la chaise cannée, qui utilise même une corde, enfin, qui est un véritable assemblage. Hein. Alors, on ne saurait trop insister, donc, sur l'importance des cubistes, c'est-à-dire, c'est vraiment eux qui ont remis le développement de la peinture moderne sur la voie où elle avait commencé avec Manet, c'est-à-dire dans une tradition d'opticité, dans une tradition qui rejette, en fait, finalement, le symbolisme et la littérature. Yeah.